De la météo sur France 3 avec les audioprothésistes Entendre. Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Voici les titres de ce journal. La prochaine rentrée de septembre risque d'être mouvementée car les annonces de suppression et de changement se multiplient. Cette fois, c'est le collège de Saint-Étienne de Cuines en Haute-Maurienne qui va perdre son internat et sa cantine. Plus de détails dans un instant. Deneria, 10 ans déjà, le skieur savoyard surfe toujours sur la vague de son titre olympique remporté à Turin en 2006. Le descendeur est resté fidèle à sa région et à sa station, dont il reste le meilleur ambassadeur. Enfin, côté ciel, dans la région, les vacances commencent sous la grisaille, la pluie, voire sous la neige pour certains. Les températures oscilleront entre une minimale de -7 pour la Haute-Savoie et une maximale de 6 pour la Savoie du côté de Chambéry. Action et inquiétude ce matin devant le collège de Saint-Étienne de Cuines en Haute-Maurienne. Des élus, des enseignants et des parents d'élèves ont manifesté devant l'établissement. Ils entendaient protester contre la disparition de l'internat et de la cantine à la prochaine rentrée de septembre. Sur place, Bernard Portugal avec Frédéric Pasquette. Ils veulent sauver leur internat. Enseignants, parents d'élèves et élus unis pour se faire entendre. À la rentrée prochaine, la structure qui accueille 11 élèves actuellement doit fermer ses portes. Une décision prise par le conseil départemental de la Savoie, annoncée récemment, et dont les manifestants déplorent les possibles conséquences. La fermeture de l'internat, ça va jouer sur la qualité d'enseignement, moins de surveillants, donc qui veut dire moins d'aide aux gamins. Ça va être des reports de gamins sur la route aussi, ils vont dormir où? On a un potentiel de 35 gamins supplémentaires l'année prochaine. Y a-t-il les internes? On ne pourra pas les accueillir. On est contre cette déstructuration. Qu'est-ce que ça va être par la suite? La fermeture de notre collège? On a peur. Dans le collège de Saint-Étienne de Cuines, qui accueille 330 élèves, le fonctionnement de la cantine doit être également modifié à la rentrée. Les plats ne seront plus cuisinés sur place, mais confectionnés dans une unité centrale située à Saint-Jean-de-Maurienne. Une décision qui pourrait entraîner la mutation du cuisinier actuel et de certains surveillants. Cet après-midi, les manifestants se rendront devant la préfecture de Savoie à Chambéry afin de se faire entendre. Au chapitre justice, un suspect interpellé dans l'affaire du meurtre du parc du Vernet à Chambéry. Un jeune homme de 21 ans a été mis en examen mercredi soir pour l'assassinat de Mostafa Amadou, 51 ans, mort en mai dernier après avoir été agressé à l'arme blanche. Le prévenu originaire de Thonon-les-Bains a reconnu les faits. Il a été incarcéré. Et puis le premier jugement a été confirmé hier par la justice dominicaine dans l'affaire Air Cocaïne. Les deux pilotes rhône-alpin Pascal Fauré et Bruno Odo ont appris la confirmation en appel de leur peine d'emprisonnement. Condamnés à 20 ans de prison pour trafic de drogue en août dernier, ils avaient fui le pays en octobre 2015. Le sort des deux autres Français toujours sur place reste en suspens. Leur procès se poursuivra à partir du 14 mars. C'est un énorme investissement, 120 millions d'euros. À Grenoble, Schneider Electric, expert mondial dans la gestion de l'énergie, a lancé hier la construction de 2 nouveaux bâtiments, un véritable modèle en matière de performance énergétique. Explication Aurélie Masset et Joël Serroni. Ils seront les vitrines des savoir-faire du groupe. À Grenoble, Schneider va d'abord construire un bâtiment ici, dans le quartier de la Gare, sur un site existant, Technopole. Et puis à quelques centaines de mètres de là, c'est une nouvelle implantation qui est prévue. Le groupe s'installe sur la presqu'île scientifique. Le premier Technopole est un centre dans lequel on va concentrer l'ensemble de nos équipes de développement énergie. Donc ce sera un pôle R&D. Et sur le site de la presqu'île, nous réunirons toutes nos équipes d'innovation. 2700 personnes en tout qui vont ainsi travailler au cœur de l'écosystème grenoblois, tout près du CEA et du CNRS. Le bâtiment lui-même est à la pointe des technologies que Schneider veut promouvoir. Notre métier, c'est la gestion de l'énergie et le bâtiment est un monde où nous pouvons particulièrement bien démontrer la gestion moderne de l'énergie. Et donc nous allons appliquer dans ces 2 bâtiments les technologies les plus modernes que nous avons développées et naturellement nous en profiterons pour les montrer à nos clients venant du monde entier car ils sont nombreux à passer à Grenoble. Green Valley, le nom donné à ce projet, réduit aussi l'impact environnemental du groupe sur le bassin grenoblois. Il fait passer de 13 à 5 le nombre de sites dans des bâtiments moins énergivores. Une enveloppe performante au niveau des façades.
au niveau des systèmes d'énergie qu'on va développer dans le cadre du bâtiment et aussi au niveau des systèmes de régulation. Et on aura sur ce bâtiment des apports énergétiques naturels puisqu'on va trouver 2 façades photovoltaïques qui vont identifier le bâtiment d'une part et puis qui vont créer un écran entre les nuisances que peuvent amener la voie SNCF. Côté gare, le bâtiment sera livré début 2017. Côté presqu'île, il faudra attendre un an de plus. À lire sur notre site web cette disparition inquiétante à Grenoble. Patrick Philippi, 60 ans, a disparu dans la nuit de lundi à mardi. Depuis, il n'a donné aucune nouvelle. La justice lance un appel à témoins. Retrouvez tous les détails et les contacts sur notre site internet alpefrance3.fr. Hier, 11 février, le pape de la gastronomie et grand chef cuisinier Paul Bocuse fêtait 2 anniversaires. D'abord, ses 90 ans en famille et en toute discrétion. Ensuite, ses 3 étoiles accrochées au guide Michelin depuis 52 ans. Reportage Julien Sauvadon et Jean-Christophe Had. Paul Bocuse a toujours aimé se faire prendre en photo. Et ce n'est pas à 90 ans que cela va changer. Voilà le soleil, vous voyez, on va avoir un bon éclairage. Ne lui parlez surtout pas de son grand âge. Le pape de la gastronomie préfère rire du temps qui passe. Je voudrais bien vieillir. Ça doit être bien d'être vieux. Et oui. Vous êtes un jeune monsieur de 90 ans. Voilà, et j'espère que ça va durer encore longtemps. Son plus beau cadeau d'anniversaire, que sa chère abbaye du Pont de Collonges, là où il est né, soit classée depuis 52 ans 3 étoiles au guide Michelin, un record. 6 soupes de truffes, 2 escalopes, 2 loups en croûte, 2 mousses de truite. La bonne cuisine, c'est d'abord la qualité du produit. Et sans bon produit, on ne peut pas faire de bonne cuisine. Et je dis aujourd'hui, restez un peu simple, car la cuisine française, c'est d'abord du produit de qualité. Simplicité et qualité, une consigne encore respectée au pied de la lettre derrière ses fourneaux. Et il est là tous les matins, il vient nous saluer, il vient voir, il vient humer les bonnes odeurs de cuisine. Et puis c'est très important pour lui, c'est toute sa vie. Pour ses 90 ans, pas de flonflon ni de tralala, juste un bon repas en famille, concocté avec amour par ses équipes. On lui a préparé des choses qu'il aime, des choses simples. Vous savez, c'est pas quelqu'un de compliqué. Un poulet de Bresse va lui suffire bien rôti, avec un bon gratin, c'est quelque chose qui le rend très très heureux. Son fils Jérôme est même revenu des États-Unis spécialement pour cette belle occasion. En coulisses, c'est lui qui organise la relève, l'avenir de la maison Bocuse. Il nous a donné la direction et aujourd'hui, voilà, on est dans son sillage et on suit le maître. Il a une vie très remplie et on est tous fiers de lui et voilà, on espère encore qu'il sera là, peut-être un jour fêter les 100 ans. Si tel était le cas, jamais le cuisinier du siècle n'aurait aussi bien porté son nom. Justement, vous attendez, je suis prêt. Allez, bon anniversaire, monsieur Paul. Première Corée du Sud, deuxième Taïwan, troisième France. C'est le podium de la dernière Coupe du Monde de boulangerie qui s'est déroulée en région parisienne du 5 au 9 février. Le Haut-Savoyard Claude Casado, patron boulanger, a remporté la médaille de bronze. Rencontre signée Ariane Combe et Christian Mathieu. Tout juste rentré de compétition, le voilà déjà au fourneau de sa boulangerie de Sionzier. Vous voyez, là, je rentre de Coupe du Monde et on rattaque aussi sec parce que ce qui nous fait vivre, c'est notre métier, quoi. C'est pas les concours. Médaillé de bronze au championnat du monde de boulangerie, Claude Casado a repris son quotidien. Oubliez les 3 ans de travail acharné. Il faut à nouveau pétrir, façonner et chaque jour recommencer. Le pain, c'est la base de la nutrition en France. Le pain, c'est dans nos gènes. Le pain, c'est sacré. Et d'arriver à faire plaisir aux gens tous les jours, qui mangent une bonne baguette ou un bon pain avec du parfum qui sort de l'ordinaire, c'est un challenge, parce que des fois, on se plante. D'autant qu'il a choisi la difficulté. Chez Casado, le pain est cuit au feu de bois. Je travaille avec un petit ménutier local. On a une farine traditionnelle, des blés qui ont été cultivés ici, ça part de Passy, dans toute la vallée, tous les agriculteurs le fournissent. Et je me suis dit, pour faire un tout, il faudrait que le four soit comme dans le temps. Donc c'est pour ça que j'ai misé sur ce four-là. Bon, il y a plus de travail, comme je vous disais, mais c'est une atmosphère hyper sympa.
Le goût de la qualité et de la transmission. S'il passe les concours, dit-il, c'est pour s'évader, mais aussi pour donner le goût du métier. Grossièrement, tu fais une préforme. Pourquoi? Parce que quand tu vas allonger, c'est beaucoup plus facile. Quand la pâte, toi, elle s'est détendue, là, tu as juste à l'allonger. Tu ne vas pas l'allonger comme ceci. Ici, on n'en perd pas une miette. Il faut dire que pour l'équipe, c'est le champion du monde. Suite et fin de notre série consacrée cette semaine au ski de randonnée. Dans ce dernier opus, la sécurité en montagne ou comment réduire le risque. Des pistes et des conseils prodigués à travers l'ouvrage de 2 journalistes qui s'adressent autant aux débutants qu'aux experts, Françoise Gay et Dominique Semet. Chamechaude, dans le massif de Chartreuse, un des spots préférés des randonneurs à ski de la région de Grenoble. En ce début de matinée, nous sommes en compagnie d'Olivier Moret, ancien rédacteur en chef de Montagne Magazine, co-auteur avec Philippe Descamps d'un tout nouveau livre sur le risque d'avalanche. Un ouvrage issu d'une réflexion. L'approche en France de cette thématique est trop théorique à leur goût. On s'est formé à des formations, notamment en Suisse, où ils ont une toute autre démarche, très concrète, beaucoup moins basée sur l'analyse du manteau neigeux, mais plus sur le comportement, plus sur une analyse du risque. Et on a voulu mettre ces démarches vraiment accessibles à la portée du plus grand nombre. Point de départ des 2 confrères, l'analyse des accidents afin de déterminer les pentes à risque. On sait par exemple aujourd'hui que 82% des accidents d'avalanche qui causent des morts se produisent dans des pentes à plus de 35 degrés. On sait que 60% des accidents, encore une fois, qui causent des victimes, des décès, se produisent dans des pentes orientées nord. On va progresser avec 10 mètres d'intervalle pour ne pas surcharger trop le manteau neigeux, d'accord ? Inspiré du travail du nivologue Werner Munter, la méthode d'Olivier et de Philippe repose notamment sur la prise en compte de plusieurs éléments. Aujourd'hui, par exemple, on a un danger de 2 annoncé, qui est un danger limité. Au-delà de cette information sur le danger d'avalanche, on va aussi s'intéresser au terrain, quelle est l'inclinaison des pentes que l'on va fréquenter, et aussi au groupe qui est avec nous. Est-ce qu'on a un grand groupe, plus de 4 personnes, ou un petit groupe? Est-ce que ce sont des gens expérimentés? Est-ce qu'on a l'habitude de sortir ensemble ou non? Et ces 3 éléments, les conditions, le terrain et le groupe, vont nous permettre de mener une analyse du risque relativement simple. Il est possible de mesurer l'inclinaison de la pente avec ces bâtons. Donc je place mon bâton à l'extrémité de l'empreinte et je fais un système de fil à plomb en veillant à laisser de la mobilité à ce bâton-là. Et je vais voir où est-ce qu'il descend. Environ 10 cm avant l'extrémité de mon empreinte. Ça veut dire que je suis dans une pente à un peu moins de 30 degrés. En dessous de 30 degrés, il ne peut pas se passer grand-chose, mais à partir de 30 degrés, un manteau neigeux peut se mettre en mouvement. Comment réduire le risque d'avalanche? Les 2 journalistes ont déterminé les scénarios à éviter absolument, comme la pente raide, l'orientation nord et un risque d'avalanche niveau 3, les 3 anges de la mort. Faire les bons choix au bon moment, une méthode à potasser tranquillement avant de partir, tout faire pour consolider cette vérité. La majorité des sorties se passent bien. On se focalise beaucoup sur les accidents, il y a des accidents très médiatiques. Le ski de rando et la neige apportent beaucoup plus de bonheur et de plaisir que de drame. C'était le 12 février 2006 aux Jeux Olympiques de Turin. Antoine Deneria a été sacré champion olympique de descente. 10 ans plus tard, le skieur reste toujours le meilleur ambassadeur de sa station et son titre continue d'influencer sa vie professionnelle. Ingrid Pernet-Duparc et Dominique Semet l'ont rencontré en Haute-Savoie. Qui c'est qui était né il y a 10 ans? Moi, je suis née en 2006, ouais. Haut comme 3 pommes en 2006, mais les images de podium et de médailles, ils les ont déjà toutes vues. Il faut dire que le champion cultive son image, justement. Il joue même les professeurs ce matin. Ça s'appelle la Deneria Academy. Des virages, quelques conseils. Les bâtons, faut pas les garder comme ça derrière et assis. Beaucoup d'honnêteté. C'est sûr que c'est pas les meilleurs, les plus grands champions qui ont été les meilleurs moniteurs ou entraîneurs, et inversement. Des cartes pour frimer de retour à la maison, mais surtout des souvenirs. 12 février 2006.
Antoine Deneria confirme son titre de Glissman. Et Tonio devient le king, en montant sur la première marche du podium. Champion olympique de descente. La vie ne sera plus jamais la même pour lui, hein, bien sûr, parce que maintenant il est champion olympique à vie. Et puis bon, c'est la descente, et puis c'est la France. 10 ans après, chez lui, pas de parapluie, mais toujours cette auréole olympique qui les fascine. Il impressionne, oui. Là, il y a tout un groupe ce matin. Ils étaient avant tout fous. On va voir Antoine. Et Antoine est arrivé. Oh là là, ouais, il est quand même grand. Hein. Donc, ouais, il impressionne quand même. Puis on se dit, c'est le champion olympique. Hein. C'est pas n'importe qui. Une image à gérer pour mieux durer. Deneria, 10 ans après, ce sont aussi 8 lettres à commercialiser. Et le champion olympique joue les vendeurs. Et puis là, les aérations sont réglables. Et derrière, il est ajustable au niveau de la nuque. Il ne va pas oser dire, il ne me va pas le casque. Comme l'ont fait avant moi Kili, Lacroix ou Vuarnet. Et c'est vrai que j'essaie modestement de m'inspirer de ce qu'ils ont fait pour lancer moi-même ma propre marque maintenant. Jeune dans les affaires, mais déjà une petite réputation avec sa marque de casque haut de gamme. Le manager a sans doute une des plus belles cartes de visite, en 2 lettres. JO. Vous avez fait les Jeux Olympiques ici à Montréal? Non, c'était en Italie. C'était la descente de sa vie, on va dire ça. Quasiment. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Colère et inquiétude à Saint-Étienne-de-Cuines en Haute-Maurienne. Le collège verra son internat et sa cantine supprimés à la prochaine rentrée de septembre. Une annonce évidemment très mal perçue par certains élus, enseignants et parents d'élèves. Et puis, notez cette inquiétante disparition à Grenoble. Patrick Philippi, 60 ans, a disparu dans la nuit de lundi à mardi. Depuis, il n'a donné aucune nouvelle. La justice lance un appel à témoins. Retrouvez tous les contacts et les détails de cette affaire sur notre site internet alpefrance3.fr. Voilà, fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'information ce soir à 19h et tout le week-end en compagnie de Marie Michelier. Bon week-end et bonnes vacances à ceux qui en prennent.